Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Il y a, je crois, MS qui a repris des signes du NDOP pour ces foulards qui coûtent des centaines d'euros. Et aussi, on retrouve beaucoup ces symboles-là dans ton travail. Quelle est justement la symbolique de ça dans ton travail? Parce que, je vais aller plus loin, est-ce que c'est juste pour des besoins esthétiques? C'est-à-dire, voilà, esthétique, disons-le, ou est-ce qu'il y a une pensée plus profonde derrière, au-delà de l'esthétique? Déjà, hein, ma devise dans toute création, il y a une devise que j'ai qui c'est hobby, qui veut dire original, beau et impactant. Ma création doit être originale, du fait que ça doit être pensé, ça doit être quelque chose qui sort un peu du commun. Elle doit être belle au regard. C'est vrai que la beauté, c'est une question très relative, mais si moi, en tant que créateur, mes sens me disent déjà qu'elles sont belles, à mon niveau déjà, en tant que créateur, je la valide telle que. Elle doit avoir de l'impact. C'est-à-dire que ça doit créer un déclenchement chez celui qui regarde. Ça peut être un questionnement, une remise en question. Ça peut être un appel. Elle doit pouvoir aussi répondre à ce pan-là, dans tous les cas. Donc, esthétiquement, si je mets le NDOP, de temps en temps, oui, c'est aussi pour un but esthétique. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi de façon sublimale pour dire aux gens, rappelez-vous d'où vous venez. Même si vous êtes à Paris, vous êtes à New York ou à Tokyo, rappelez-vous de temps en temps. Dans les dernières créations que je vous ai montrées tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a beaucoup de symboles. En dehors du top, j'ai utilisé beaucoup de calebasses, j'ai utilisé les roues, tous ces instruments, toutes ces choses qui sont au village. Peut-être le NDOP va facilement se percevoir parce que c'est déjà bien implanté dans l'imaginaire populaire. Mais derrière, il y a beaucoup d'autres symboles. Il y a les masques, il y a les tam-tams que j'utilise aussi beaucoup dans les... Il y a les cases coniques là, que j'utilise également beaucoup dans les créations. Donc, c'est pour dire aux gens, voilà, même si vous êtes dans une Mercedes, dans n'importe quel type, si vous êtes sur un iPhone Pro Max, même si vous êtes en train de rouler en rose, rappelez-vous que il y a des années, au village, on utilisait le patin. Oh, voilà, rappelez-vous que on vient de... Ce qui fait qu'en fait, il y a ce côté lié à la nostalgie que j'ai envie de dire, que tu sais très bien manipuler dans tes travaux, la nostalgie de certains aspects. Parce que pour nous qui avons connu le village, c'est très nostalgique quand même. C'est-à-dire cette femme-là assise derrière son brésoir qui fait qui grille du maïs, le patin et des choses comme ça. Ce sont oui, c'est très intéressant. Moi, en tout cas, esthétiquement, j'aime beaucoup. C'est pourquoi je suis là d'ailleurs à discuter avec toi et vraiment bravo. Je regrette juste de ne pas eu la chance de voir ces travaux en galerie parce que quand tu exposais, je n'étais pas là. Mais j'aimerais aussi que tu nous parles de comment se fait la création. En fait, une partie, la suite, parce qu'on a bien compris qu'il y a quand même une démarche qu'il y a eu une démarche spirituelle derrière, c'est-à-dire il y a eu ce burn-out, tu es allé au village et puis tu as vu ces signes-là et que tu décides de mettre dans ton travail, le villadin, etc. Mais après, il y a la démarche, que je dirais, la démarche mécanique aussi qu'il y a derrière, c'est-à-dire la création mécanique et technique. Voilà, comment tu procèdes. Il faut dire que je marche toujours avec un bout de papier. Et depuis un certain temps, je ne me fais plus la pression d'avoir le matériel adéquat. L'inspiration, j'essaie de la matérialiser sur un support.
quel que soit le lieu où je me trouve. Même si je suis un reçu de supermarché et que j'ai un stylo dans la poche et que j'ai une idée qui me parvient, je la mets directement sur papier. Donc généralement, il y a la première phase qui est la phase d'inspiration, c'est-à-dire l'idée qui atterrit. Et il y a des moments où c'est vraiment l'avalanche, c'est-à-dire tu restes et ça te bombarde de tous les côtés. Je mets directement sur papier. Ces derniers temps, c'est avec le stylo. Hein. Je suis un bloc-notes et je ne me casse plus à chercher un papier canson, tout ça. Et je dessine directement dessus. Donc là, c'est la phase la plus importante, je peux dire, dans mon process. La phase de l'inspiration et coucher cette inspiration sur un papier. Parce que je sais que la suite, c'est juste le développement. Donc, une fois que j'ai couché mon inspiration sur un papier, la plupart du temps, je la garde. Je mets le papier de côté parce que j'ai l'assurance que c'est quelque part, je ne peux plus la perdre. Et après, quand il vient le temps maintenant de le développer, je prends le papier, j'ai un scanner, mais quelquefois, pour gagner en temps, je prends juste mon téléphone et je filme et j'envoie dans mon ordinateur, soit par Bluetooth ou autre moyen. Alors, par la suite, j'importe dans Illustrator et je commence à travailler dessus. Mais quelquefois aussi, sur le papier, je peux déjà faire la visualisation des couleurs. Comment je veux que l'œuvre apparaisse. Quelle est la chaleur? Qu'est-ce que je voudrais que les gens ressentent quand on regarde l'œuvre? Et à partir de là, je peux déjà dire, OK, ici, je vais mettre une couleur bleue, je vais mettre une couleur marron, et ainsi de suite. Et aussi en fonction de la direction artistique que je veux donner à la collection globale. Parce qu'il faut dire qu'en amont, il faut définir de façon globale à quoi va ressembler la collection pour que les œuvres ne soient pas déconnectées les unes et les autres, qu'il y ait un fil d'Ariane, une sorte de fil d'Ariane. Tout à fait. Ouais. Donc à partir de ça, je définis les couleurs que je vais mettre sur le dessin et après quand je suis à l'ordinateur, j'essaie de ne pas m'éloigner le plus. Je concrétise. Quelquefois, c'est au cours du développement que certaines inspirations, mais beaucoup plus d'ordre du détail. Ouais, ça peut être d'ordre esthétique, ajouter un détail par-ci, par-là, qui viennent et on renchérit l'œuvre, on l'améliore, ainsi de suite. Donc il y a ce fil d'Ariane, le premier qui est celui du concept, en fait, c'est-à-dire qui pour l'instant le villadin. Et après il y a le second fil d'Ariane qui est plus visuel ou esthétique, qui peut être la couleur, les couleurs, la définition des couleurs, des choses, des tons. D'accord. Ok. Et je vais te... Et après, donc il y a ça, et ensuite il y a... Disons que on n'est pas encore, puisque l'œuvre est encore dans la machine, il faut penser au support où il va vivre. Parce que normalement, sous d'autres cieux, parce qu'il faut toujours tenir compte de l'environnement où on est. Si j'étais aux États-Unis, forcément, je ne chercherais pas à mettre mon œuvre sur un support autre, comme mon ordinateur. Puisque l'œuvre digitale, normalement, est censée vivre sur son support, qui est l'ordinateur ou un téléphone ou une tablette. Mais étant en Afrique, où les gens sont encore habitués à toucher, à voir, je transfère donc ces œuvres digitales sur du papier. Parce que normalement, quand c'est sur une toile, elle n'est plus une œuvre digitale à 100%. C'est une œuvre digitale imprimée sur une toile. Dieu merci, l'art digital ne fait qu'évoluer tous les jours. Et j'ai le plaisir de te dire que ma prochaine exposition, je suis en train de me battre bec et ongle pour qu'elle soit vraiment interactive et qu'elle soit en réalité augmentée. Là, on revient, voilà. On en parlera tout à l'heure. C'est pour aller un peu dans le processus. Je comprends, ouais. Voilà. Donc après, il y a donc le moment de l'impression et tout ça, voilà, et la diffusion. Mais quand même, il y a quelque chose qui, ma foi, je pense, peut être problématique. Ça l'est pour moi qui suis photographe, c'est-à-dire l'impression. Les supports liés à l'impression. Nous n'avons pas la bonne technologie jusqu'à présent
Comment toi, tu contournes cela? Quelles sont les solutions que tu as à ça? Toi déjà qui a travaillé dans l'imprimerie. Ouais. Il faut dire, il faut déjà dire que l'imprimerie que nous avons ici est adaptée pour les solutions publicitaires. Et l'appréciation d'un support publicitaire, c'est très très loin de ce qu'on attend d'une œuvre d'art. Du coup, localement, oui, on fait face à un réel problème de production des œuvres numériques sur du support. Parce que la demande peut-être n'est pas encore assez haute pour que les imprimeurs puissent s'intéresser à l'art. Et faire venir des bons supports. Voilà. Le matériel, je pense qu'ils ont le matériel d'impression, mais ils ne se focalisent pas à mettre le standing sur le choix du matériel, du papier, voilà, et les encres adaptées. Parce que la plupart des imprimantes pour faire ces types d'impression, on en a à doigt là. Mais sauf que ces imprimantes-là, ils les utilisent pour les impressions destinées à la communication. Voilà. Maintenant, si peut-être ils savaient qu'il y a un marché de l'art, ils choisiraient de la toile. Parce qu'une imprimerie peut imprimer sur la toile, sur la bâche, sur du cintisol, sur la fabrique, le tissu en fait, et d'autres supports. Mais ils ne peuvent acheter du tissu que s'ils savent qu'il y a la demande. Oui, il y a une forte demande. Voilà, pour le tissu. Donc, peut-être qu'il faut aussi un travail de sensibilisation pour que ces gens savent qu'il y a des opportunités commerciales dans le domaine. Aussi, il faudrait qu'il y ait assez d'artistes, voilà, qui font dans le digital pour qu'il y ait la demande. La pause d'art. Quelles sont les autres difficultés que toi tu rencontres en tant qu'artiste digital? Ouais, il faut dire qu'avant que la galerie Annie Kadi ne me donne la possibilité d'exposer, pénétrer le marché, le circuit de distribution, de diffusion est problématique parce que dans notre environnement, il y a des gens qui sont encore réticents à l'art digital en fait. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas du toucher, on ne peut pas, c'est pas organique, voilà. Et il faut toucher du doigt. Ils pensent que ça n'a pas la même valeur que l'art classique en fait. Mais Dieu merci, on est dans un monde globalisé. Le monde aujourd'hui c'est un village et l'artiste ne devrait pas se considérer comme un être fermé dans une bulle où toutes les portes lui sont fermées. Moi, je suis ouvert au monde et je pense que même si mon travail n'est pas forcément apprécié ici, il pourra l'être ailleurs. Parce que l'art digital ailleurs a sa place. Beaucoup d'artistes digitaux qui ont eu la cote vendent leurs œuvres à des millions et des millions de dollars ailleurs et ils vivent au même titre que les artistes classiques. Donc, pour moi, ce n'est même pas un grand problème. Ouais, ce n'est pas un grand problème. Donc, il y a eu ce challenge voilà, que j'ai eu. Et quand j'ai exposé, je peux vous assurer que les retours ont été très encourageants. Même la galerie, après l'exposition, m'a appelé et m'a dit « Félicitations, vraiment, les retours qu'on a eu de l'exposition, c'est depuis janvier. Nous n'avons pas eu un retour aussi positif sur ton travail. Donc, et là, même, il me disait qu'il faut que tu commences à travailler sur la prochaine collection. Projet. Voilà, donc, je pense que tout est question de persévérance et de la foi aussi en ce qu'on fait. Ouais, parce que... ouais, mais après aussi, tu parles du problème de la diffusion. Parce qu'aujourd'hui, l'art digital au Cameroun est très peu diffusé.
Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a très peu d'artistes digitaux. Professionnels aussi, ouais. Professionnels digitaux. Ouais. Mais il y a quand même cette barrière à l'entrée, là, quand on parle de l'art digital. Pour certains, ce n'est même pas vu comme un art mineur. C'est carrément, c'est pas de l'art. Parce qu'on a fait à partir de la machine et de l'ordinateur. Alors que quand on parle d'acrylique, c'est de la chimie. On se sert aussi d'un ordinateur pour composer, pour faire les différentes compositions, les couleurs. On se sert d'un ordinateur. Quand on parle de la photographie, aujourd'hui, elle est numérique. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas si tu as une réponse à ça, mais qu'est-ce qui peut justifier autant la réticence des gens vis-à-vis de l'art digital? Je ne sais pas, moi je n'ai pas de réponse à ça en fait. Je dirais que tout ce qui est nouveau a toujours fait face toujours à la résistance. Même la photographie ne s'est pas imposée. Oui, c'est vrai qu'au départ, la photographie numérique, c'était pas considéré. Oui, jusqu'aujourd'hui, il y a des photographes qui se sont entêtés à rester à l'ancienne méthode et qui finalement se rendent compte que voilà, ils sont obligés d'accélérer pour se retrouver à la page. Et voilà. Et donc, c'est un phénomène normal pour moi que les gens soient réticents. Parce que chaque chose nouvelle a besoin d'une phase éducative. Et on est dans un monde où tout évolue. Aux États-Unis, par exemple, l'art digital a toute sa place. Au point où toutes les grandes marques de smartphones, quand ils conçoivent les téléphones maintenant, ils prévoient de l'espace pour pouvoir insérer les applications qui permettent aux gens de pouvoir créer directement à partir du téléphone. Ça veut dire que ça a sa place. Avoir de la place, il ne veut pas dire qu'on doit absolument le comparer aux autres disciplines. Parce que c'est souvent là où les gens pêchent en fait. Parce que quand on commence à dire, OK, est-ce qu'on peut vendre une toile d'art digital peut-être à 350 000 € comme Abuja a fait l'autre jour, ça devient un problème. Et c'est un problème entre guillemets qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que si on revient dans les débuts 2021, où Bible a vendu une toile d'art digital à 60 millions de dollars, du coup, le débat devient un peu compliqué. Oui, tout à fait. Après aussi, c'est la spéculation, non? La spéculation du marché. Voilà. Et ce n'est pas un gage de qualité, en fait, que sur le marché. Je me dis, je pense, parce qu'il y a le capitalisme lié à l'art, la spéculation, des fois, pour eux, c'est juste des placements. C'est juste des placements aussi. Mais j'ai une question, c'est de savoir, toi, quand même, tu vis dans un environnement où l'art digital est quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'on enseigne des bribes de ça dans les instituts des beaux-arts qui sont aussi très récents. Quand toi, tu commences à faire ça et à t'intéresser vraiment à la production digitale, quels sont tes référents, quels sont tes modèles? Tu te dis, tu le fais pour être comme qui, par exemple? Tu as vu qui fait, voilà. Comme je disais tout à l'heure, depuis ma sortie de l'université, ma référence a été toujours aux États-Unis. C'est-à-dire quand je pars même sur YouTube pour télécharger les vidéos, les tutoriels, c'est toujours avec les artistes américains. Et il y a Shepe Ferry, le créateur de Obédian. C'est un artiste qui fait beaucoup dans l'art mural aussi. Il a la marque Obédian, c'est une marque de streetwear. Ouais, c'est lui qui a fait le portrait d'Obama, la campagne d'Obama 2008, je vois, bien coloré. Oui, c'est lui qui fait son portrait. Donc, je le suis et je me rends compte qu'il fait les tirages, il fait des tableaux à des tirages limités. Et il commence justement à main, il passe par l'ordinateur. Après, il fait des pochoirs. Ensuite, il fait des impressions sur... Comme de la sérigraphie. Voilà, sur la sérigraphie.
Exactement. Et je commence à m'intéresser à lui. Et c'est comme ça que, de fil à aiguille, je suis dans les plateformes comme Behance, comme Digital Art, comme DeviantArt et tout et tout. Et je vois comment les gars utilisent Photoshop, Paint et d'autres logiciels. Ils font des œuvres vraiment hyper réalistes. D'autres sont exactement comme des tableaux. En fait. Et certains artistes comme le français Monsieur Z, je le découvre par l'un de mes chefs qui était directeur de création. Et je vois qu'il fait des miracles. Sur Internet, il travaille beaucoup plus avec les communes et les espaces touristiques en France. Je commence aussi à m'intéresser à lui. C'est comme ça que progressivement, j'ai pris goût et j'ai commencé à suivre les artistes digitaux. Donc aujourd'hui, vraiment ce que Sherpé faire avec l'art digital, ça m'intéresse beaucoup. Parce que comme moi, parce qu'il faut dire, moi aussi j'ai fait dans beaucoup de supports, des goodies, des produits dérivés. Oui. Voilà. Donc il m'a beaucoup intéressé et je me rends donc compte qu'avec l'art digital, tu peux facilement créer une œuvre qui se réplique sur d'autres formats et rend même ton œuvre accessible. À la galerie, par exemple, ceux qui n'étaient pas capables d'acheter la toile, ils prenaient un t-shirt. Parce que c'est un t-shirt comme celui-ci. Il y a sa toile, tu l'as vu tout à l'heure. Il faut dire, Eric Takoukam, il arbore un beau t-shirt sur lequel il y a une réplique de l'une de ses toiles. Vu que c'est pas de la vidéo, c'est écrit Merci Maman et c'est une très belle toile qui existe aussi en dessin, une œuvre d'art. Tout à fait. Voilà. Donc je peux dire que Sherpé est l'un des artistes qui me pousse vraiment à adopter l'art digital, vu toutes les débauchés, toutes les possibilités que ce médium offre en fait à un artiste. Ok, donc on retient par là que tu n'as pas eu déjà de référent au Cameroun. Non, pas vraiment. Pas eu. C'est quand je suis à la recherche en fait des possibilités de diffusion qu'on me fait découvrir Fred Ebami, oui. Avec qui j'ai échangé et il m'a vivement encouragé. Ça, c'est avant que je l'expose. Il m'a dit, gars, fonce, ne lâche pas, ça va prendre du temps, ça va nécessiter beaucoup de travail, mais je peux te dire, ne lâche pas, continue à bosser. Et ça m'a beaucoup motivé, j'ai continué à bosser et il est vrai que rien n'est certain dans le monde de l'art, mais je peux dire que ma motivation n'a pas baissé. Je continue à espérer et j'ai un grand sentiment de l'enthousiasme que les choses vont se réaliser. D'accord, génial. C'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, Eric. Mais après, il y a quand même ce problème de diffusion parce que afin de vulgariser cette forme d'art, ce qu'il faut, c'est que dans le milieu, ils sont nombreux qui connaissent l'existence de cette forme-là, de ce médium-là. Mais je ne comprends pas. Peut-être les gens ont peur, en fait. Tu vois, les gens ont peur, je ne sais pas. Mais après, c'est au jour d'aujourd'hui, tu deviens un peu l'ambassadeur. L'ambassadeur, malgré toi, de ce médium. Est-ce que tu penses à des stratégies pour vulgariser, justement, pour que ce médium soit plus accessible, soit plus accepté dans le milieu? Tout à fait. La stratégie, elle est là. Et il s'agit en fait de s'exposer. Parce que c'est vrai, les gens savent que cet art, mais les gens ne rencontrent pas cet art tous les jours. Et je l'ai remarqué lors de l'exposition, lors du vernissage. C'était une curiosité, même pour les artistes classiques. C'était une vraie curiosité. J'étais envahi de questions de comment ça se passe. On ne savait pas que c'est comme ça, on pensait que c'est comme ci, et tout, et tout, et tout. Donc, même la galerie, je peux dire, la galerie, c'est vrai qu'eux, ils ont eu... il y a des artistes digitaux qui ont exposé avant moi,
qui a exposé avant moi à la galerie et tout. Mais mon approche, en fait, parce qu'il faut dire que mon approche était aussi un peu comment je vais appeler ça? L'installation d'un côté, la vidéo ajoutée et les tableaux, tout ça, plus les projets dérivés. C'est multimédia. C'était un peu vraiment dynamique et tout. Donc, les gens ont pris un peu de recul et se sont émerveillés. Et je pense que si on continue comme ça dans cette lancée, si au bout de 5 ans, nous sommes comme ça, 5, 10, à être, parce qu'il faut aussi faire un travail continuel, assidu. Mais aussi un travail de transmission et de formation aussi. Voilà. Déjà, pour que l'artiste arrive à là, il faut qu'il fasse de ça sa passion et son projet de vie. Franchement, parce que après, si tu commences 2, 3 projets, tu disparais, on n'entend plus parler de toi, ça casse en fait. Mais si tu l'embrasses en fait comme ton projet de vie, à côté tu fais des talks, comme je disais tout à l'heure, si tout se passe bien, je vais être ambassadeur d'une application qui est focus sur l'art digital et la réalité augmentée et tout. Avec eux, je vais faire beaucoup de formations. Déjà pour les artistes, même les artistes photographes, parce que la réalité augmentée aujourd'hui, c'est jusqu'aux vêtements en fait. Ça n'a pas de limite. Voilà. Je dois pouvoir former les gens à l'utilisation, à la connaissance de tout ça. Je dois faire les talks et je dois aller vers les établissements scolaires, les instituts, l'université. Parce que même si les gens ne vont pas embrasser cela, le public a besoin de l'information. Il y a aussi le travail. L'artiste doit aussi informer les gens de son travail. Même si quand on parle de l'art à un papa ou bien à qui, c'est pas pour qu'il devienne artiste, mais il s'enrichit, il s'émerveille. C'est un certain savoir. Voilà. Donc, c'est toujours super important. Et je voudrais savoir, on a bien parlé de ça, de ta production et autres. C'est quoi les projets à venir? Tout à l'heure, tu nous as parlé de cette exposition, en fait, de ce travail qui est en cours. Ça fait partie des choses que tu veux faire, je sais pas, qui vont sortir, je sais pas, dans 1 an, dans quelques mois, j'en sais rien. Mais en fait, déjà, c'est quoi les projets qui arrivent? Oui, comme projet, il y a l'exposition, le Villadin, que je vais appeler tout simplement le Villadin comme ça, que je prépare, qui sera fait en réalité augmentée, comme je disais tout à l'heure, pour que les visiteurs vraiment puissent vivre le moment intense avec leur tableau, que l'exposant ne soit pas forcé d'être là pour expliquer quoi que ce soit. Avec la réalité augmentée, le visiteur vit vraiment des expériences voilà, avec le tableau directement. Et à côté de ça, j'ai vraiment une envie de développer les installations. Et j'aimerais avoir une visibilité dans la ville. Je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais c'est quelque chose qui est en train de grandir en moi et j'aimerais rendre visible. Parallèlement, je travaille sur un projet de livret de coloriage. Voilà, donc j'aimerais développer et qui porte toujours sur la conservation du patrimoine culturel parce que ce travail artistique doit commencer avec les enfants très jeunes. Ils doivent commencer avant d'arriver au tableau et tout. Il faut qu'ils se familiarisent déjà avec nos symboles, avec notre culture, à partir du milieu scolaire, à partir de la maison, à partir de leur milieu, et de leur environnement quotidien. Ouais, donc il y a ces projets-là, ces 3 projets-là que tu construis tout doucement. Ben, pour le projet d'expo, je suis super curieux, mais je ne vais pas poser de questions dessus parce qu'il faut bien que le jour de sa sortie, que les gens arrivent, l'on retient déjà quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. C'est ce travail sur la réalité augmentée. Voilà, le titre c'est le Villadin. Moi, j'ai pu voir en exclusivité quelques images que je garde pour moi. Je m'interdis même de les décrire pour que les gens puissent venir voir l'expo. Voilà, mais ça c'est du lourd, comme on dit chez nous, c'est du lourd qui arrive. Je voudrais savoir aussi, Eric, parce que comme je te le dis, moi je suis beaucoup au contact des jeunes dans les instituts des beaux-arts, etc. Et
il y a quand même un manque, il y a une formation qui existe, tu vois, mais ce sont des formations qu'ils ont su le digital art, je dirais, c'est quand même limite. Et eux, ils n'utilisent le digital art que comme un palliatif, c'est-à-dire pour contourner les difficultés liées au matériel, etc. Alors qu'aujourd'hui, le digital art, en fait, ailleurs, c'est un art majeur. C'est un art majeur. Tu as parlé de Fred Ebami, il y a plein d'autres artistes à l'international qui, voilà, tu vois. Il y a les sculpteurs même, qui font de la sculpture exactement, digitale. Exactement. Donc, je voudrais aussi que tu savoir si toi, tu penses à des formations orientées vers ces jeunes-là afin qu'ils puissent comprendre qu'il y a des choses plus importantes qui peuvent être matérialisées à travers ça. Est-ce qu'il y a des programmes comme ça? Est-ce que tu penses à des choses comme ça? Oui, il n'y a pas de programme, mais j'y pense concrètement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Et quand je parle même de l'art digital, ce n'est pas pour confiner l'artiste à produire uniquement des tableaux. Un artiste digital peut se spécialiser dans la conception des motifs de vêtements. C'est de l'art. Parce qu'après, il ne faut pas qu'on reste coincé. Dans un milieu scolaire, donner ces outils aux enfants, c'est un très grand plus. Parce qu'un enfant qui... J'ai eu la chance de faire quand même une formation en ligne sur le design textile, qui aussi est une niche quand on a la créativité. Parce que si vous vous rendez compte, les Occidentaux, à un moment donné, cherchent des professionnels accessibles, c'est-à-dire qu'on peut payer à un très bon prix. C'est pourquoi souvent ils retournent vers l'Asie, le Maroc et tout ça. C'est aussi une opportunité. Donc un enfant qui se retrouve dans une école de beaux-arts et qui se spécialise dans l'art digital et fait du design textile par exemple son dada et propose au marché mondial des motifs originaux, inspirés de sa culture, peut se démarquer facilement. Mais s'il reste classique, je ne suis pas sûr que le rendu soit ce qu'on a aujourd'hui de ses concurrents qui sont ailleurs. Donc, c'était juste une parenthèse pour dire que la formation en tant que dans l'art digital ne se limite pas au tableau. Et j'ai pensé à ça parce qu'un formateur doit donner les outils à ses élèves pour avoir le choix, pas pour être forcément une seule chose. Parce que les études, très souvent, c'est juste pour révéler le potentiel de l'étudiant qui il peut commencer par vouloir être peintre et il finit sculpteur. Mais si on ne donne pas cette possibilité à son esprit à fouiller et à explorer pour pouvoir façonner lui-même une carrière dans un domaine où il se sent plus à l'aise, on le freine un peu. C'est pour dire, moi, j'aimerais bien former les jeunes. Pas tout de suite, mais il faut d'abord que je puisse amorcer un certain niveau de ma carrière, en fait. Il faut que je puisse être à une certaine je trouve un certain équilibre. Oui. Voilà. Oui. En ce moment-là, je pourrais facilement maintenant dire que du temps aussi aux autres. je dédie 20% de mon temps à la retransmission. Parce que quand on grandit, quand on vieillit, on porte des projets. Et si on a évolué seul dans son domaine, à un moment donné, on a les projets qui sont plus gros que soi. Et si on n'a pas formé la relève pour propulser la vision. Bah écoute Eric, c'est tout le mal qu'on leur souhaite aussi à eux, que tu puisses avancer dans ta recherche, que tu trouves ce point d'équilibre afin de former de nouveau. C'est fait un plaisir de discuter avec toi ici, qui est aussi un espace de diffusion nouvellement installé, qui s'appelle Alternative, voilà, le centre Alternative. Et on espère se retrouver dans quelques temps pour cette nouvelle collection que tu vas, ou cette nouvelle série que tu vas présenter. Et surtout, on te souhaite que ça ne soit pas seulement à Douala, parce que
que tu puisses le montrer à Yaoundé, à Bafoussam, à Maroua, etc. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci de nous avoir accordé. C'est quand même plus d'une heure que nous avons discuté. Je te remercie infiniment. Ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de partager ces instants. Et voilà, je suis ouvert. Tu reviens quand tu veux. Voilà, merci. Merci beaucoup et on dit à très vite et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao, ciao. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.